retour des vacances. Oh, j'avais hâte de revenir pour un bon épisode de Push Lab. De retour donc après le retour de la Formule 1, les amis. J'espère que vous allez bien après ce Grand Prix des Pays-Bas. Il s'est passé des choses, ça c'est sûr et certain, mais il s'est passé aussi des choses en amont de ce Grand Prix des Pays-Bas. Et c'est ce dont on va parler effectivement aujourd'hui avec un épisode Mercato F1, un épisode sur les transferts, un épisode forcément sur ce contrat historique, cette prolongation historique de Max Verstappen du côté de chez Red Bull Racing. Avant tout les amis, merci d'être là, merci d'être présent pour donc le retour de Push Lab après cette bonne trêve estivale. Merci de liker la vidéo tout de suite, directement, de s'abonner à la chaîne YouTube de Push Lab. Et également aussi, si vous êtes sur les différentes plateformes de podcast, c'est bien sûr également dispo sur les différentes plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Et n'hésitez pas à noter le podcast, c'est très important pour le référencement parce que voilà, vous soutenez Push Lab et ça fait extrêmement plaisir. Je le disais aujourd'hui, un épisode spécial autour donc forcément des transferts parce qu'il se passe de plus en plus d'actualités. J'avais pas forcément envie de revenir encore une fois sur tout ce qui s'était passé durant ce Grand Prix des Pays-Bas. Je vous cache pas que j'ai hésité à faire un épisode directement sur la Scuderia Ferrari, mais je trouve que ça faisait un peu trop opportuniste et que le débat n'aurait pas duré extrêmement longtemps. On va pas se le cacher autour de la Skoda Ferrari. Ça se résume très rapidement à Ferrari aurait dû prendre une décision sur Leclerc. Voilà, ils n'ont pas pris une décision sur Leclerc et ça a coûté le podium à Sir Lewis Hamilton. Voilà juste ce qu'il faut en dire et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une hate monumentale sur Charles Leclerc, que deux communautés comme celle de Charles Leclerc et celle de Lewis Hamilton se battent comme pas possible sur les réseaux sociaux. Je trouve que voilà, il n'y a pas plus de choses à dire que ça sur la situation de la Skoda Ferrari, mais ne vous inquiétez pas, il y a un épisode autour de Ferrari qui arrivera très prochainement parce que au-delà même de la question des pilotes, il y a toute la situation de la Skoda Ferrari que je n'ai pas encore abordée durant cette saison 2026 et je trouve que il y a quand même des choses à dire par rapport à cette saison 2026, à cet épisode campagne 2026, de ce qu'il se passe en interne sur le développement de la voiture, mais également même sur la vision 2027, avec également, on va parler de la potentielle prolongation de contrat, même très certainement la prolongation de contrat de Sir Lewis Hamilton dans cet épisode. Au programme donc, le Push to Talk, après, pour parler de cette prolongation de contrat immense, historique même d'ailleurs, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1, celle de Max Verstappen, mais on va plutôt parler de ce que ça révèle vraiment, cette prolongation de contrat de Max Verstappen, ce qui en découle, quelles en sont les conséquences, et surtout ce que ça veut dire également de la situation de Red Bull Racing, dans une situation très compliquée bien sûr Red Bull aujourd'hui, mais l'avenir s'annonce radieux désormais, potentiellement, du moins de ce que l'on espère, avec Max Verstappen. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est important de prendre ça en compte, le meilleur pilote du monde reste en Formule 1, il était plus proche de partir en dehors de la Formule 1 Verstappen que de quitter Red Bull pour aller par exemple du côté de chez McLaren. Du moins c'est ce qu'il en a révélé, est-ce qu'il faut le croire ou non, on va en discuter. Bien sûr le Push Mag dans quelques instants parce que le Push Mag, il y a aussi des choses à dire sur la Formule 1, mais même en dehors de la Formule 1, avec notamment sur la question de la F1, une info Mercedes par rapport à des déclarations de Toto Wolff. Je suis très curieux d'avoir votre avis en commentaire, parce que oui, bien sûr les amis, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire tout au long de cet épisode, je lis vos commentaires, vous étiez très nombreux d'ailleurs à réagir autour du conseil de classe sur la première partie de saison en amont de la trêve estivale, enfin juste d'ailleurs au moment de la trêve estivale, c'est un épisode que j'ai vraiment kiffé à faire, que j'ai vraiment aimé faire, donc voilà, j'ai hâte maintenant de refaire le conseil de classe à la fin de l'année, au dernier trimestre, donc pour savoir qui passe ou non, qui redouble aussi d'une certaine manière. Bref, partons directement les amis, pour le Push Mag les copains, ça y est c'est parti, avec donc une première information autour de Mercedes, oui, qui avoue avoir des problèmes de gestion de son plafonnement budgétaire. Oui, alors ça c'est quand même très étonnant, on parle quand même d'un top team. C'est la petite phrase qui a fait parler au moment du Grand Prix des Pays-Bas, c'est cette phrase de Toto Wolff, après la deuxième victoire consécutive de Lando Norris ce dimanche à Zandvoort, le patron de Mercedes, donc Toto Wolff, a lâché un aveu, je cite, « Nous n'avons pas l'argent pour faire évoluer la voiture. » Vous avez bien entendu, Mercedes considère qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour faire un développement aussi drastique, aussi fort que peut le faire par exemple McLaren ou même Ferrari.
Justement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que McLaren et Ferrari, ces derniers mois, ils ont accumulé les évolutions. Ils ont transformé leur monoplace en voiture capable de gagner des grands prix, l'une comme l'autre. En particulier même sur les dernières courses, McLaren avec 2 victoires consécutives, donc au profit de Lando Norris. Et même 2 pôles consécutives au profit de Lando Norris et donc de McLaren. Mercedes, de son côté, c'est un programme qui est quand même beaucoup plus mesuré. Peu de nouveautés majeures depuis le Grand Prix du Canada, en mai, je rappelle. Et résultat, l'avantage initial de l'écurie s'est progressivement érodé. Wolff d'ailleurs a été interrogé sur le sujet. Il pointe directement le plafond budgétaire, 215 millions de dollars à répartir sur toute la saison. Et selon lui, c'est là que ça coince. Je cite à nouveau, nous essayons de répartir cette enveloppe de manière équilibrée sur l'ensemble de la saison pour déterminer quand nous pouvons apporter les plus grosses évolutions, mais nous ne pouvons tout simplement pas faire ce que nous voulons, ce que nous ne pouvons pas faire. Non, je répète, mais nous ne pouvons tout simplement pas faire ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, il doit y avoir un problème de traduction parce que c'est Motorsports que je lis une déclaration qui a été faite à Motorsports. Vous comprenez l'idée. Et ils ajoutent un point intéressant sur la course au développement elle-même, justement Toto Wolff. Chaque évolution amenée par une équipe de pointe, ça vaut quelques dixièmes. Donc chaque évolution que Mercedes ne peut pas amener, c'est autant de dixièmes perdus face à la concurrence. Alors pourquoi Mercedes, finalement, et je trouve que c'est une question quand même importante de se poser, pourquoi Mercedes n'a plus ce budget alors que McLaren et Ferrari, elles, ont visiblement ce budget pour améliorer. Je rappelle d'ailleurs aussi que ça me fait penser à une décla de Toto Wolff il y a quelques mois, donc avant la trêve estivale, il s'était demandé comment c'était possible que Ferrari ait autant d'argent en stock dans le plafonnement budgétaire directement pour aller chercher autant d'évolutions. Il s'était posé la question. Alors maintenant qu'on lui pose la question pourquoi Mercedes n'a plus ce budget, il botte en touche finalement Toto Wolff. Il renvoie même directement à la fin de la saison pour voir si McLaren et Ferrari pourront maintenir ce rythme d'évolution jusqu'au bout. Sous-entendu, peut-être qu'elles dépensent tout maintenant et qu'elles n'auront plus rien en réserve plus tard. Et il y a un autre point essentiel, et ça c'était extrêmement important, ce qui peut expliquer aussi cette gestion différente du budget, ou même mauvaise gestion même du budget, allons directement là-dedans, mais c'est la question de la fiabilité. Parce que Mercedes a eu de gros soucis avec son groupe motopropulseur cette saison, des soucis qui ont déjà coûté cher à Antonelli et à Russell, plusieurs dizaines de points perdus, et qui devrait même entraîner des pénalités sur la grille plus tard dans la saison. D'ailleurs, Toto Wolff a été très clair là-dessus. Nous avions une voiture très rapide, nous avons laissé entre 50 et 100 points en route à cause de problèmes de fiabilité. Autrement dit, sans ces soucis de fiabilité, Mercedes aurait peut-être plus de marge aussi financière pour développer la voiture aujourd'hui, puisque forcément pour réparer les problèmes de fiabilité moteur, et même ces problèmes de fiabilité moteur peuvent causer des problèmes de châssis aussi qu'il faut réparer, ça coûte beaucoup d'argent. Ce qui peut donc expliquer que la stratégie de Mercedes au début de la saison de faire une voiture extrêmement rapide mais peu fiable est en train de qui peut du moins leur coûter le titre. C'est quelque chose que j'ai toujours évoqué et c'est quelque chose que j'évoque encore plus aujourd'hui avec la forme de Lando Norris, mais également de McLaren, même dans la globalité, avec cette McLaren qui est véritablement pas phénoménale non plus, mais je veux dire qui est dans l'efficacité monstrueuse qu'on peut avoir avec Lando Norris, et ça met Mercedes encore plus en difficulté. Alors oui, il y a 83 points de retard sur Antonelli à la tête du championnat du monde pilote. Lando Norris n'est que 4ème, mais selon moi, à mon sens, peut-être que je suis fou, mais la remontada n'est pas impossible. Je pense qu'on en parlera très prochainement d'ailleurs de cette potentielle remontada de Lando Norris. Dernier point aussi vis-à-vis de la question de Mercedes, il n'y aura pas d'évolution majeure attendue sur la W17 avant le retour sur le continent asiatique, le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, début octobre. C'est à ce moment-là que Mercedes apportera des évolutions sur sa W17, donc ça fait quand même très loin. On va attendre quand même début octobre. Ça fait quand même loin pour Mercedes. Je trouve que la gestion de la voiture par Mercedes est quand même... Ça pose quand même des questions. On attendait une meilleure efficacité quand même du constructeur allemand. Mais bon, voilà comment c'est géré. Je vous laisse donner vos avis en commentaire, mais je me pose quand même des questions.
Autre point, autre information que je voulais vous donner dans le Push Mag, c'est une information hors Formule 1, puisque c'est le mercato qui se passe également dans le championnat du monde de Formule I. Pour ceux qui me connaissent ou qui, par exemple, me découvrent aussi également, sachez que il y a 2 championnats que je suis énormément. La Formule 1 et depuis le début de ce championnat, donc le championnat du monde de Formule I. Je crois que je dois être l'un des seuls créateurs français à faire de la Formule I, et pourtant je fais tous les jours, enfin quasiment tous les jours, je fais énormément de contenu autour de la FE pour expliquer pourquoi c'est un championnat que j'aime et c'est un championnat qui est extrêmement intéressant. Et je m'aime sur les prix, je m'aime aussi également, là par exemple dernièrement j'étais parti voir les essais privés. J'étais invité par Citroën pour aller voir les essais privés de la nouvelle génération de voitures qui arrivera l'année prochaine, qui est fantastique. La Gen 4, un monstre de puissance. Je vous invite d'ailleurs à aller sur mon compte perso pour aller voir cette vidéo, la vidéo que j'ai réalisée pour parler un peu plus de cette Gen 4 et parler de l'implication de Citroën en Formule I. Eh bien, c'est disponible sur mon compte Insta et sur mon compte TikTok. Et bah justement là il y a un mercato en Formule I qui est assez important. Alors oui, ça bouge en Formule 1, mais ça bouge encore plus en Formule I. C'est assez beau, puisqu'il y a une information qui vient de tomber, et c'est désormais officiel. C'est un secret de polichinelle, hein, pour être tout à fait honnête. Tout le monde était au courant, mais Mitch Evans sera un pilote Opel dès la saison prochaine pour l'entrée dans cette nouvelle ère de la Formule I, avec donc l'arrivée de la Gen 4. Alors ce n'est pas un petit nom, hein, Mitch Evans, très loin de là pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est 10 ans passés chez Jaguar, plusieurs victoires en e-prix bien sûr, mais également plusieurs fois vice-champion du monde sur cette période. Un pilote qui est clairement taillé pour le titre, qui jouait encore une fois le titre dans cette saison 2026, enfin 2025-2026, avec d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, le final du championnat du monde de Formule 1 de cette année. Alors là, c'était le divertissement. Je me suis régalé. Le divertissement, long short story. Pascal Wehrlein est devenu champion du monde pour la 2e fois de sa carrière en Formule I avec Porsche, et à l'époque, et du coup il y avait une bataille avec plusieurs pilotes pour le titre. Véritablement sur la dernière course, il restait 3 pilotes pour le titre, à savoir Mitch Evans, tu avais qui d'autre? Mitch Evans, Pascal Wehrlein, et j'ai oublié le 3e, Jack Dennis qui était en plus victime de quelque chose. Long short story, j'essaie de résumer ça très rapidement. Pascal Wehrlein, leader du championnat, quasiment sûr et certain de devenir champion au vu de la course, se fait bloquer par le coéquipier de Mitch Evans comme pas possible, qui est Antonio Félix da Costa, qui était l'année passée son coéquipier du côté de chez Porsche. Sauf que ça s'est extrêmement mal passé pour Antonio Félix da Costa du côté de chez Porsche. Il avait gros comme ça, il avait vraiment la haine contre Porsche, et il s'est dit, foutu pour foutu, je vais faire un pilotage dégueulasse pour ruiner la course de Porsche et ruiner la course de Pascal Wehrlein. Il était, Pascal Wehrlein, dans le top 10 facile pour aller remporter le championnat sans aucun problème. Et là, t'as Antonio Félix da Costa qui débarque, qui fait « toi bouge pas ». Et il l'a tassé comme pas possible. Il est passé du top 5, je crois, à la 15e place. À la 15e place en l'espace de 2 tours. Voilà. Et du coup, le championnat était relancé. Jack Dennis était à un moment en train d'aller chercher le titre de champion du monde, sauf que Jack Dennis se retrouve un moment côte à côte avec Pascal Wehrlein. Wehrlein fout dehors Jack Dennis, hein, littéralement. Donc là, on était sur un divertissement à l'état pur. Jack Dennis, du coup, n'est plus dans la bataille pour le titre. Pascal Wehrlein devient champion du monde, alors que Mitch Evans, malheureusement, il devait gagner ce prix pour devenir champion du monde, et il ne l'a pas gagné. Je crois qu'il termine 3e ou 4e sur la course. Mais bref, c'était un divertissement à l'état pur, comme j'aime absolument en Formule I. Et derrière, l'après-course a été fantastique, hein, parce que t'as Pascal Wehrlein qui a dit à la radio « Je me souviendrai de ce gars ». Ça, vous pouvez en être sûr en parlant d'Antonio Félix da Costa. J'ai battu ce gars à 2 reprises. À chaque fois qu'il était contre moi, je l'ai toujours battu. Enfin, il y a vraiment de tous les côtés, ça a été fantastique. Bref, on revient sur la question du mercato en Formule I. Il rejoint donc Mitch Evans Opel pour la toute première saison de l'histoire d'Opel en Formule I. Et il y a encore mieux, puisque, je rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu même d'ailleurs cette information, mais chez Opel, on aura Mitch Evans, mais également Théo Pourchaire qui a signé officiellement chez Opel pour la prochaine saison de Formule I, qui va donc faire sa première saison complète dans l'élite électrique. J'ai très hâte, vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec la Gen 4, qui est un monstre de puissance.
C'est un duo qui peut clairement aller chercher le titre de la saison prochaine. 2 pilotes de ce calibre associés dès l'entrée d'un nouveau constructeur dans la discipline, ça c'est du lourd. Petit point également même maintenant côté français dans la globalité. Pour l'instant, on a 2 pilotes tricolores qui sont confirmés pour l'année prochaine, avec Théo Pourchère donc du côté de chez Opel, mais également Jean-Éric Vergne qui sera lui encore une fois du côté de chez Citroën Racing. Mais il pourrait bien y avoir un 3e français. Alors malheureusement, Norman Nato a perdu son baquet du côté de chez Nissan, mais il pourrait donc y avoir un 3e français qui prendrait la place française, on va dire, en Formule I, c'est 3e place française. Victor Martins est en lice pour prendre le baquet du côté de chez Nissan, donc à la place donc de Norman Nato, mais il est également en lice pour être avec Lola Yamaha, avec donc le départ de Lucas Di Grassi. Zayn Maloney également pourrait quitter Lola Yamaha pour également aussi lui aussi aller du côté de chez Nissan. Il est en bataille avec Victor Martins. Sincèrement, la meilleure option pour Victor, c'est d'aller du côté de chez Nissan et d'être le nouveau coéquipier d'Oliver Roland, qui lui aussi est champion du monde de Formule I. C'est une écurie qui sait gagner des titres, et je pense que s'il veut devenir champion, Victor Martins, ce serait du moins, s'il veut gagner des courses, même à minima, je pense qu'il vaut mieux aller du côté de chez Nissan. Du moins, il faudrait que Nissan choisisse Victor Martins et non un pilote comme Zayn Maloney. Donc voilà pour toutes les infos liées à la Formule I, et croyez-moi qu'on va encore plus en parler dans Push Lap. Surtout avec l'année prochaine, la Gen 4, j'ai hâte de tout ça. Sachez que je suis au plus proche de tout ça. Mais bon, franchement, j'ai jamais été aussi excité par tout ce qui est en train de se passer en Formule I et par tout ce qui se passe en Formule I. Je suis la FE depuis le début de la saison. Depuis le début de l'histoire, pardon, je reçois des messages en même temps. Depuis le début de l'histoire de la Formule I, depuis 2014-2015. Et là, voir tout ce qui se passe là maintenant, ça fait extrêmement plaisir. Bref, les amis, il est l'heure de passer au Push to Talk. Oui, c'est un contrat absolument historique. Max Verstappen a tranché, il prolonge avec Red Bull Racing et met fin d'un coup à toute forme de spéculation autour d'un éventuel départ. Le plus gros contrat jamais signé dans l'histoire de la Formule 1, il le lie à Red Bull Racing jusqu'en 2030, des chiffres astronomique, on va en parler, un salaire hors du commun, on va bien sûr en parler, mais cette prolongation va bien au-delà d'une question d'argent, parce que ce renouvellement de vœux, c'est avant tout la démonstration d'une force de persuasion, celle de Red Bull et celle également, et c'est très important de l'évoquer, celle de Laurent Mekies. Alors comment Red Bull a-t-elle réussi du moins à convaincre Max Verstappen de rester dans une écurie qui traverse une période de cruelles difficultés sportives? Qu'est-ce qui s'est vraiment dit en coulisses pour convaincre le meilleur pilote du monde de rester même en Formule 1 tout court? Derrière ce contrat, il y a également des conséquences chez McLaren, chez Mercedes, mais le mercato, lui, est très très loin d'être fini. Vous allez le voir même du côté de la Scuderia Ferrari. Push Lap spécial mercato Formule 1, autour forcément de la prolongation historique de Max Verstappen chez Red Bull. C'est maintenant. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire parce que là, il va y avoir énormément de choses à dire. L'aventure continue donc pour Max Verstappen qui sera toujours un pilote Red Bull Racing la saison prochaine et ce avec un contrat donc le liant jusqu'en 2030. Petit rappel de ce que représente l'histoire Verstappen-Red Bull. Verstappen, c'est quand même le programme junior depuis 2014 et dès ses débuts chez Red Bull Racing en 2016, victoire dès son premier Grand Prix avec l'écurie en Espagne à Barcelone. Le ton était clairement donné sur ce qui allait se passer par la suite. Depuis 4 titres pilotes, 2 titres constructeurs, 71 victoires en Grand Prix, des moments qui ont marqué toute une génération en Formule 1 par la maîtrise et même la justesse de la perfection signée Verstappen et Red Bull. Et là, ils s'apprêtent à attaquer ensemble, les deux parties, une 12e, une 13e, une 14e et même une 15e saison si on va jusqu'au bout de ce contrat pour Max Verstappen. C'était pas juste la prolongation d'un contrat qui marchait bien, c'est un choix commun, la preuve d'une confiance mutuelle et d'une ambition qui reste intacte même des deux côtés, même s'il y a pu y avoir à quelques moments certains doutes, ça forcément c'est sûr et certain. Tout cela justifie amplement ce nouveau contrat historique. Je vous cite tout ça. Contrat étendu de 2028 à 2030, extension donc de 2 ans. Il passerait de 70 millions par an, déjà le meilleur salaire de la grille, à côtoyer même l'élite du sport tout entier.
il atteindrait, Max Verstappen, 92 millions fixes à partir de 2027. Et les bonus pourraient augmenter les revenus jusqu'à 115 millions sur un an. Au total, la prolongation vaut, bonus compris, 460 millions d'euros. Quelque chose de jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Et ce n'est pas galvaudé en termes de mots. Si on compare même avec les autres salaires de la grille, les salaires les plus élevés, 7e place par exemple pour Fernando Alonso avec 20 millions par an, Carlos Sainz, c'est fou quand même, Carlos Sainz, 30 millions par an, mais on est où quand même? Excusez-moi, on en parlera après parce que c'est quelque chose qui moi me rend presque fou quand même. Un pilote qui n'est pas champion du monde a le même salaire qu'un pilote qui est champion du monde, qui est Lando Norris. Mais à quelle heure? Excusez-moi. Lando Norris est 5e, 30 millions d'euros par an, hors bonus si je me trompe pas. George Russell, 4e avec 34 millions par an. Leclerc, 34 millions par an pour l'heure. Lewis Hamilton, 60 millions par an pour l'heure à chaque fois, à l'heure actuelle du moins, et Max Verstappen, donc on l'a dit, entre 95 et 115 millions même avec les bonus compris. Donc voilà où est-ce qu'on en est au niveau des salaires, au niveau des pilotes. On se rapproche même d'ailleurs en vue surtout avec le cas de Max Verstappen plus particulièrement, on se rapproche de plus en plus d'un système de franchise américain, de celui qu'on connaît par exemple en NBA ou en NFL, même en NHL si je ne me trompe pas aussi, des ligues où les revenus explosent, où l'argent coule à flot, ça c'est sûr et certain, et où retenir sa plus grosse star, c'est juste, au-delà même d'être une évidence sportive, c'est aussi une évidence business. La Formule 1 suit la même logique, des revenus qui ne cessent d'augmenter, une décision, celle de payer le prix fort pour gagner Verstappen, qui devient totalement logique. Et je vais aller plus loin par rapport à ça, dans le sens où beaucoup se disent « Mais comment un Red Bull peut dépenser autant d'argent pour un seul et même homme ?» Red Bull, s'il dépense autant d'argent, ou du moins, ils promettent autant d'argent sur 4 ans à Max Verstappen, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent et qu'ils vont en gagner le double, voire le triple. C'est ça aussi là où il faut s'en rendre compte. À quel point la Formule 1 est prolifique d'une manière économique, marketing et commerciale, qu'on peut se permettre de payer quasiment 100 millions par an un pilote comme Max Verstappen, le meilleur pilote du monde, mais il est tellement fort qu'il en devient tellement prolifique marketingement et commercialement parlant qu'il vaut justement ce contrat et que Red Bull est tranquillement en train de payer Verstappen ce prix-là. D'ailleurs, il me semble que c'est le pilote le mieux payé de la galaxie Red Bull, Max Verstappen désormais. Si vous pouvez peut-être me confirmer ça en commentaire pour que je ne dise pas de bêtises, mais je pense que oui, c'est le cas. Quand je pense par exemple au sport extrême ou même par rapport aux footballeurs qui sont dans l'univers Red Bull, je pense pas qu'on ait un sportif payé aussi fort dans la galaxie Red Bull. Mais bon, bien sûr, au-delà du chiffre, je le disais, c'est surtout une victoire sportive de Red Bull et plus particulièrement de Laurent Mekies, pas juste un succès financier. Parce que oui, c'est véritablement, à mon sens, le premier coup de maître de Laurent Mekies qui est à la tête de Red Bull depuis un peu plus d'1 an désormais. Parce que réussir à retenir le meilleur pilote du monde dans une écurie qui est d'ailleurs en pleine phase de reconstruction, ce n'était clairement pas gagné d'avance. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans l'épisode Verstappen pouvant aller du côté de chez McLaren, et ce dont je pensais. Je pensais sincèrement que Verstappen pouvait aller rejoindre McLaren, c'était ma conviction. Ma conviction n'était pas la bonne, soit. Mais Red Bull a affiché quand même des performances qui n'étaient tout simplement pas dignes, à mon sens, du meilleur pilote du monde. Un châssis raté, une voiture très largement en dessous du niveau de la concurrence, et l'illustration de tout ça, elle est parfaite. Sachez que Verstappen enchaîne aujourd'hui 12 courses consécutives sans victoire, sa deuxième pire série de toute sa carrière du côté de chez Red Bull. La pire, c'était 30 courses entre Monaco 2016 et Singapour 2017. Alors, dans ce contexte, il fallait faire un travail forcément de persuasion énorme. Convaincre Verstappen de rester chez Red Bull, c'était encore la meilleure option. Convaincre pour Verstappen que de rester du côté de chez Red Bull, c'était la meilleure option pour sa carrière et même la meilleure option pour sa vie tout court. Pour ça, Laurent Mekies a fait les choses en grand. Selon les informations qui ont été... Selon les informations qui ont été évoquées par plusieurs médias, en particulier Eric Van Haren, il invite le clan Verstappen à Milton Keynes, donc dans les bureaux de Red Bull Racing, au mois de mai, pour une réunion qui s'est avérée de toute façon décisive. C'était ça passe ou ça casse. Il arrive avec une présentation PowerPoint détaillée, précise. Il expose les projets de Red Bull, à commencer par le projet du moteur Red Bull Ford,
l'élément central de toute cette histoire. Il y donne aussi sa vision pour les postes clés de l'écurie. Une présentation claire, limpide, sans fioritures, sans langue de bois. Et visiblement, oui, cette présentation a porté ses fruits. La reconstruction en fait de Red Bull est basée sur 3 piliers de ce qu'a pu révéler justement Laurent Mekies après cette prolongation de contrat. 3 piliers pour rouvrir ce que Mekies appelle le cycle gagnant de Red Bull. Le premier pilier, le pilote. C'est ça le premier pilier, c'est Max Verstappen. Sur ce point, pour lui, c'était simple. Il fallait que Max Verstappen reste, donc ce pilier est acquis, et il a été présenté de cette manière-là à Max Verstappen. Le deuxième pilier, ce sont les talents de Milton Keynes. Mekies insiste là-dessus, il dit être convaincu d'avoir les meilleurs talents au sein de l'usine britannique. Et pour lui, retenir Verstappen, c'était justement la clé pour ce deuxième pilier. Pourquoi ? Parce qu'avoir le pilote le plus rapide du monde qui reste fidèle à l'équipe, c'est un signal énorme envoyé à tout le staff, à tout le personnel. Un élément de stabilité, un élément d'ambition. Et ça compte énormément pour attirer et surtout retenir les meilleurs éléments dans une période où Red Bull a justement perdu pas mal de grands noms ces dernières années. On en avait parlé, Will Courtney, Adrian Newey, notamment pour ne citer que 2. Et notamment Jonathan Whitley, aussi qui est très important. Je dis constamment que Max Verstappen est le catalyseur de Red Bull, et ça le confirme encore plus, ça en a encore la preuve. Troisième pilier, les décisions stratégiques. Là, Mekies parle de tout ce qui se prépare en coulisses, des décisions qu'il juge décisives pour l'avenir. Dans des interviews après l'annonce de la prolongation, il évoque la nouvelle soufflerie du côté de chez Red Bull, et il y glisse notamment avec un sourire qu'on imagine bien qu'il y a quelques autres secrets, sans en dire plus, évidemment. Voilà donc les 3 piliers selon Laurent Mekies, on dirait la Bible. Le pilote, les talents et la stratégie. Et selon lui, les 3 piliers sont désormais alignés. C'est un discours de patron qui sait vendre son projet, ça c'est sûr et certain, mais il faut avouer que sur le papier, ça tient la logique. En soi, rester chez Red Bull a toujours été l'option préférée de Verstappen. Et en vérité, il l'a même toujours dit. Pour faire cela, on devait lui donner quand même suffisamment de raisons pour le faire, en particulier dans cette nouvelle ère post-Christian Horner. Et forcément, c'est important de prendre ça en compte, et surtout dans cette nouvelle ère de la Formule 1, parce que c'est surtout une excellente nouvelle pour nous, fans de Formule 1, de voir Max Verstappen, le meilleur pilote du monde, rester en Formule 1. La preuve avec cette phrase, qui lui résume tout en fait finalement, je pense que j'étais plus proche de la retraite que de changer d'équipe. Pas changer d'équipe, la retraite, c'est dire à quel point le doute était réel. Et ce doute, il vient en grande partie d'un seul sujet, le règlement 2026. Verstappen en a été le plus critique même je pense depuis le début de cette saison, le plus virulent depuis son introduction, et ça explique une bonne partie de son incertitude, pas juste sur Red Bull, mais sur son avenir en Formule 1 tout court. Il l'a dit lui-même aux médias The Race, après les premières courses de la saison, il a prévenu Mekies, ne viens pas me parler de l'avenir, parce qu'à ce moment-là, il ne savait pas s'il voulait continuer. Mais Verstappen a aussi nuancé la situation. Il dit avoir toujours gardé la situation ouverte, même open mind, comme on dit, un esprit ouvert, qu'il adore toujours autant la course et qu'il y a eu de son côté de bonnes discussions avec la Formule 1, mais aussi avec la FIA. Des discussions qui, selon lui, avancent lentement vers quelque chose de mieux. Et puis il y a cette phrase qui résume bien son état d'esprit actuel. Il s'est adapté, il accepte la situation dans laquelle tout le monde se trouve et il essaie juste d'en tirer le meilleur. Dernier point, et pas des moindres aussi, la durée du contrat jusqu'en 2030 ouvre une porte, celle des V8. Potentiellement de retour en Formule 1 en 2031. Un changement de moteur que Verstappen soutient publiquement, et ça aussi, ça change tout dans la durée du contrat. Parce que sur le fond, Verstappen dit pouvoir vivre avec les règles actuelles. Malgré les ajustements en cours de saison décidés par la FIA et malgré le changement prévu pour 2027-2028 qui doit faire passer la répartition combustion-batterie de 50-50, donc 50-50, à 53-47, dans les faits aussi à 60-40 par la suite. Mais avec les V8 en ligne de mire pour 2031, Verstappen pourra bien rester au-delà même de ce nouveau contrat pour piloter justement ces nouvelles voitures avec ces nouveaux moteurs. Désormais, et ça c'est aussi un avis que j'ai de plus en plus, il est difficile d'imaginer Verstappen ailleurs que chez Red Bull.
Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'était le moment de rester finalement. Justement parce que Red Bull est en pleine phase de reconstruction, est un pilote un pilote comme Verstappen, un pilote de ce calibre, il doit être là où on construit pour gagner. Pas là où finalement tout est déjà acquis. Oui, c'est un avis que je n'avais pas forcément il y a quelques semaines, où je disais que oui, tout le monde, que Verstappen allait signer du côté de chez McLaren, et je pensais que Verstappen allait signer du côté de chez McLaren, mais il faut aussi pouvoir... Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Excusez-moi de ce terme-là, mais c'est un peu ça. Et moi, je reconnais volontiers dire, bah ouais, peut-être que finalement, il a raison, c'était peut-être finalement le moment de rester. Quand j'entends les explications de Verstappen, quand j'entends les explications même de Red Bull, je trouve ça beau, en fait, finalement, que le mariage continue, même quand on traverse une tempête. C'est aussi une philosophie de la vie, vous me direz. Mais moi, je trouve ça beau. Il veut reconstruire Milton Keynes, enfin, il veut reconstruire même Rome, d'une certaine manière, en l'occurrence. Et franchement, c'est beau à voir une fidélité comme ça dans le sport de haut niveau, en particulier en Formule 1, ça devient rare. C'est peut-être une hot take que je vais dire, mais Verstappen est en train de faire ce que Hamilton aurait dû faire du côté de chez Mercedes. Je m'explique. J'ai vraiment le sentiment qu'on va avoir un Verstappen qui va rester toute sa carrière du côté de chez Red Bull. Et c'est exactement ce qu'on aurait dû avoir avec Mercedes, avec Lewis Hamilton et Mercedes. Verstappen accepte de rester en pleine reconstruction pour mieux triompher ensuite avec la même écurie. Avec du recul, c'est précisément ce que j'aurais aimé avoir avec Hamilton et Mercedes. Alors oui, Hamilton, avant Mercedes, il était du côté de chez McLaren. Je suis pas bête, merci. Mais il y avait cette conviction, finalement, cette évidence presque, que Mercedes, c'était son écurie à Lewis Hamilton. Exactement comme Red Bull, c'est l'écurie de Verstappen aujourd'hui. Et puis, entre erreurs partagées des deux côtés, entre Mercedes et Hamilton, la relation s'est effritée. Il y a eu une fracture au point de voir Lewis Hamilton décider de quitter Mercedes pour aller du côté de chez Ferrari. Et ça, sur la question du romantisme du sport, voilà, on parlait de ça, le romantisme du sport, sur la question de la fidélité, c'est vraiment dommage. Parce que j'aurais tellement aimé voir Hamilton se battre à nouveau pour le titre en 2026 avec Mercedes, après tant d'années de combats, de galères, d'années compliquées, surtout après le drame de 2021. C'est ça ce que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir Hamilton faire ce que fait aujourd'hui Verstappen avec Red Bull. Bon, c'est une hot take, mais j'ai envie de donner vos avis en commentaire, mais je comprends... Non, je pense avoir raison. Voilà, je pense avoir raison, d'une certaine manière. Et directement, il y a des conséquences à tout ça, à voir Verstappen rester du côté de chez Red Bull. Le mercato devient beaucoup plus calme chez les top teams, avec un premier effet direct chez McLaren, à savoir que Oscar Piastri, lui, est sauvé. Il était sous pression. Je vous en parlais dans l'épisode Verstappen-McLaren. Le problème, ce n'était pas Piastri, c'était son clan. Le rôle de Mark Webber, justement. Les infos que je vous donnais d'ailleurs à l'époque, c'était que Mark Webber avait été très insistant l'an dernier en pleine course au titre pour sonder d'éventuels points de chute pour son pilote chez la concurrence directe de McLaren, notamment Ferrari et Red Bull. Et Webber n'a clairement pas apprécié aussi le traitement réservé par McLaren à Piastri. Webber n'avait pas apprécié ça. Et on dit même, je reste au stade de la rumeur à l'heure actuelle, qu'il aurait demandé à l'écurie de protéger Piastri dans la course au titre au détriment de Lando Norris. Des demandes qui ont agacé le board de McLaren, et à juste titre. Je cite d'ailleurs un compte que je sais très bien informé sur ce dossier, à savoir McLaren F1 France. Les liens sont presque rompus entre Webber, le management donc de Piastri, et le board McLaren. Mon avis, je le dis clairement, c'était une faute stratégique à ce moment-là. À l'heure actuelle, j'ai peur pour Piastri, une prise de risque énorme sur la carrière d'un jeune pilote qui n'avait pas besoin de ça, parce qu'à jouer à ce jeu-là, son management l'a mis en danger. Si Verstappen avait décidé de quitter Red Bull et de rester en Formule 1, il serait allé du côté de chez McLaren, par exemple. Et Piastri aurait été encore plus en danger. Et je trouve que, encore une fois, à l'heure actuelle, Piastri est toujours en danger, non pas pour 2027, mais pour 2028, si les choses ne s'arrangent pas. Russell peut respirer également du côté de chez Mercedes, les sauver, il peut souffler dans une saison où il doit devenir champion du monde, je rappelle, pour changer de statut. George Russell, je le dis, je ne cesse de le répéter, sauf que ça devient de plus en plus improbable. J'ai le sentiment, après ce Grand Prix des Pays-Bas, qu'il a encore plus abdiqué, George Russell. Ce qui m'a frappé aussi dans le cas de Mercedes par rapport à Verstappen, c'est de voir à quel point Toto Wolff semblait touché par l'annonce de la prolongation de Verstappen. Parce qu'il le sait, désormais, le rêve de voir Verstappen un jour
en combinaison Mercedes en Formule 1, ça vient de s'éteindre, même d'une certaine manière. Alors le marché est-il figé pour 2027 ? On pourrait le penser, mais en réalité, pas du tout. Déjà, chez Williams, parlons de ça. Déjà, chez Williams, c'est acté, Alex Albon et Carlos Sainz sont prolongés. Tous les deux restent dans l'écurie britannique. Et Albon, et je suis content de le voir, lui, il continue là-bas, en fait, finalement, le Thaïlandais. Il reste du côté de chez Williams. Il incarne, à mon sens, exactement ça. La fidélité et la continuité mènent dans un moment difficile pour Williams. Sainz, par contre, vous m'avez vu comment je m'étais énervé un petit peu avant, on va en parler. Un contrat mirobolant de 30 millions par saison. Le même salaire que Lando Norris. Norris, lui, qui est champion du monde. Mais à quelle heure on lui donne ce contrat ? Un salaire énorme pour un pilote qui, soyons honnêtes, n'avait aucun autre point de chute. À la limite, qu'on donne ce contrat à Carlos Sainz, ce salaire plutôt à Carlos Sainz. Bon, on peut limite le penser si effectivement il avait des endroits exceptionnels où aller, des écuries exceptionnelles où aller. Si à la limite, Mercedes disait à Carlos Sainz, allez, viens chez nous, on a une place pour toi. Ok, à la limite, tu peux sortir le chéquier pour Carlos Sainz, mais là, il n'avait aucun endroit où aller. Il n'avait pas de point de chute. Audi, il allait voir Audi le fait. Non, merci. Tu veux venir chez nous, mais nous, on ne veut pas toi. Non, il n'y a pas d'autre endroit où aller pour Carlos Sainz, endroit intéressant. Vraiment, je ne comprends pas. Red Bull, non, vu que Verstappen continue, Sainz n'allait pas aller du côté de chez Red Bull. Alors, je veux bien essayer de me donner des explications en commentaire, des justifications de pourquoi Williams a donné un tel contrat avec un salaire aussi fort à un pilote qui n'est pas champion du monde. Voilà, qui n'est pas champion du monde. Qui, oui, a fait des podiums pour Williams, ça c'est vrai. Mais je ne trouve pas que ça mérite un salaire aussi mirobolant. Voilà, je reconfirme ce que je dis. Et c'est ça en fait, c'est que alors déjà, bravo à l'agent de Carlos Sainz d'avoir réussi à sortir autant, à faire sortir autant le chéquier de Williams, hein, l'agent de Carlos Sainz qui est d'ailleurs son cousin. Mais plus largement sur toute la saison 2026, je trouve que Williams c'est vraiment catastrophique. J'en ai parlé avant la trêve estivale, mais le châssis, c'est un vrai paquebot. Les performances aux abonnés absentes. Alors qu'on nous promettait quasiment des podiums pour cette année en 2026, on n'a rien. La gestion de l'écurie avec même ses contrats, franchement, waouh, c'est quand même fou. Hein. C'est une saison qui est ratée. Williams, c'est mon flop de la saison, clairement, surtout avec le contrat de Sainz, qui est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Autre point aussi, et je vous montre notamment la grille, c'est qu'il y a toujours une incertitude autour, donc, je le disais, il y a des incertitudes donc du côté de chez, ils sont là. Aston Martin. Alors oui, dans les dossiers en cours ouvert, il y a Fernando Alonso, toujours pas confirmé pour 2027 du côté de chez Aston. Son destin est de toute façon entre ses mains. Il a le choix entre rester du côté de chez Aston Martin ou retourner du côté de chez Alpine. Et ça a une conséquence directe, puisque vous voyez qu'à côté de Gasly, il a toujours le TBC, donc le To Be Confirmed, qui veut dire que Franco Colapinto n'est toujours pas prolongé du côté de chez Alpine. Il attend, lui aussi, la décision de Briatore, celui qui gère la carrière d'Alonso et qui est aussi le boss d'Alpine. Donc indirectement, le sort de Colapinto dépend d'Alonso. Autre point, si Colapinto se voit remplacé par Fernando Alonso, Colapinto, je pense que la carrière en Formule 1 s'arrêtera. Hein. Difficile d'imaginer Colapinto rebondir après ça. Autre point aussi, et vous le voyez du côté de chez Haas, c'est Esteban Ocon qui est malheureusement de plus en plus sur la sellette. Alors Burman n'est pas confirmé, mais il va être confirmé Olivier Burman, ça c'est sûr et certain. Il est menacé par contre Esteban Ocon et la concurrence est sérieuse. On peut penser notamment à Leonardo Fornaroli, champion de F3 et de F2, actuel pilote du Giron McLaren. C'est lui qui est le favori à mon sens, un pilote que j'adore d'ailleurs, Leonardo Fornaroli. Qui doit être en Formule 1 vu son talent et vu son investissement de travail qui est assez colossal, et c'est un pilote qui est extrêmement talentueux. On a Raphaël Camara en F2, lui aussi champion de F3, qui est en F2, qui est lui aussi champion de F3. On a également Ryo Hirakawa. Alors ça, attention, ne sous-estimez pas Ryo Hirakawa dans cette bataille au baquet du côté de chez Haas à la place d'Esteban Ocon. Il a le soutien fort, puissant de Toyota, partenaire technique de Haas. Et alors,
je vais rester prudent sur ce qu'on m'a dit, mais il y a certaines menaces de Toyota envers Haas s'ils ne mettent pas Ryo Arakawa à la place d'Esteban Ocon pour l'année prochaine. Et même Jack Doohan, d'ailleurs, qui est aussi un ancien pilote titulaire avec Alpine, aujourd'hui pilote de réserve chez Haas, est en lice pour prendre le baquet d'Esteban Ocon. D'ailleurs, Fornaro, Likamara et Arakawa, qui ont déjà effectué des tests TPC, seront de nouveau évalués par Haas, 2 jours à Portimao, après le week-end il me semble que c'est après le week-end de Zandvoort, si je ne me trompe pas. Et l'écurie américaine compte aussi donner sa chance à Doohan. Il participera à un test TPC, lui, à Jerez, après le Grand Prix de Madrid. Autre point également, vous le voyez du côté de chez Racing Bulls, vous le voyez à l'écran, c'est le cas de Tsolov, puisque chez Racing Bulls, on parle beaucoup de Nicolas Tsolov, qui est actuellement à F2, qui est en bataille pour le titre de F2, qui pourrait être titularisé du côté de chez Racing Bulls. Alors, je le dis franchement, je trouve ça lunaire de vouloir mettre Tsolov et de séparer donc Liam Lawson et Arvin Lindblad. Ils font un travail fantastique les deux, tous les deux ensemble en concert. Ils sont en train de mettre Racing Bulls à un tel niveau cette saison que les séparer, je trouverais ça lunaire. J'espère sincèrement d'ailleurs que Liam Lawson, qui a livré un week-end réussi en remplaçant Adjar chez Red Bull à Zandvoort, ne va pas être sacrifié dans cette histoire parce que ce serait totalement immérité. Du moins, s'il est sacrifié, j'espère qu'il trouvera un autre point de chute. Peut-être même, quitte à imaginer un Liam Lawson aller du côté de chez Haas, aux côtés d'Oliver Burman. Je trouve que le line-up Burman-Lawson serait un line-up assez intéressant pour un pilote qui s'émanciperait donc de l'univers Red Bull. C'est un point aussi à prendre en compte. Autre point aussi, vous le voyez, il est en haut, c'est Lewis Hamilton. Alors Hamilton est confirmé bien sûr pour 2027, mais prolongation en vue pour Sir Lewis Hamilton, qui devrait lui aussi poursuivre son aventure avec la Scuderia au-delà de 2027. Plusieurs informations convergent dans le même sens. Le septuple champion du monde aurait décidé d'activer la saison supplémentaire prévue dans son contrat. Mais pas seulement, il serait aussi question de prolonger cet accord. Une annonce qui pourrait tomber d'ailleurs avant le prochain Grand Prix d'Italie à Monza. Petit rappel du deal initial. Le contrat entre Hamilton et Ferrari, c'était 2 saisons fermes, plus une 3e en option. Cette 3e année, celle qui doit l'amener jusqu'à la fin de saison 2027, semble désormais activée. Donc, sans grande surprise, Hamilton va rester chez Ferrari au moins jusqu'en 2027. Une confirmation officielle est attendue autour de Monza. Mais il y a plus. En parallèle, on attendrait donc aussi une extension de contrat, potentiellement 2 ans de plus, ce qui l'amènerait jusqu'à fin 2028. Ce qui implique également une conséquence directe par rapport à un autre pilote du giron Ferrari, de la Ferrari Driver Academy, qui est aujourd'hui en Formule 1. C'est bien sûr Oliver Burman. Oliver Burman qui attend impatiemment, forcément, qu'une opportunité s'ouvre pour aller du côté de la Scuderia Ferrari. Mais là, j'ai bien l'impression que Oliver Burman, il va devoir attendre très, très, très longtemps avec la prolongation à vie, j'ai envie de dire, de Charles Leclerc et la prolongation, encore une fois, de 2-3 ans, même quasiment, de Lewis Hamilton. Il va être difficile pour Burman d'imaginer un avenir avec Ferrari, du moins à l'heure actuelle. Donc, ouais. Si on revient à la question forcément initiale autour de tout ce que révèle justement cette prolongation de contrat de Max Verstappen. Ça révèle d'abord une chose, la force de persuasion de Laurent Mekies, sa capacité à convaincre même d'ailleurs le meilleur pilote du monde de rester alors même que Red Bull traverse une passe sportive qui est quand même très compliquée. Il y a aussi la vraie nature de Verstappen qui est encore plus révélée. Pas un pilote qui cherche la facilité, qui court après l'écurie la plus performante du moment, mais un pilote fidèle qui veut reconstruire avec la même écurie que celle qui l'a fait grandir. Une fidélité qui est rare dans ce sport même d'ailleurs, je l'évoquais avec Lewis Hamilton. Et il révèle aussi enfin l'état du marché des transferts. Parce qu'en prolongeant, Verstappen n'a pas juste réglé son propre avenir, il a figé l'avenir des pilotes qui sont dans les écuries au sommet. On parle de Russell qui reste, Piastri qui reste, Hamilton qui reste, ou presque. Il reste tout court, Hamilton. L'effet domino qu'on pouvait attendre chez les grandes écuries, il n'aura tout simplement pas lieu. Le vrai mercato désormais, il se joue ailleurs. Il faut le regarder de ce côté-là. Par en haut de la grille, il se joue chez Williams, il se joue chez Aston Martin, il se joue chez Alpine, il se joue chez Haas, il se joue du côté de chez Racing Bulls, il se joue chez toutes ces écuries-là et ça va être hyper intéressant de regarder ça. Le marché des transferts n'est pas terminé.
très loin de là. Il reste excitant, même au-delà de la prolongation de contrat de Max Verstappen. Mais si on se concentre uniquement sur Verstappen, voir cette prolongation de contrat me fait extrêmement plaisir parce que derrière les secrets de cette prolongation de contrat, on voit surtout une fidélité, un romantisme d'une certaine manière, et on va surtout Max Verstappen qui devrait, à mon sens, rester toute sa carrière au sein de la même écurie. Alors oui, il y a Racing Bulls, mais dans l'univers, on va dire, il y a eu Toro Rosso à l'époque, mais du moins dans l'univers Red Bull. Et ça, je trouve ça très très beau. Au-delà même du salami mirobolant, c'est le romantisme qui prime justement dans cette histoire-là. Et ça, c'est très beau. Et bien les amis, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur les secrets, ou du moins sur toute l'histoire autour de la prolongation de contrat de Max Verstappen. Si je peux même avouer un petit peu tout ça, sachez que ça a été un épisode qui a été fini, on va dire, quelques minutes avant de tourner, parce que j'ai une vie de famille, et la vie de famille fait qu'il faut forcément s'occuper du petit bébé, que j'ai désormais depuis quasiment 3 mois désormais. Et que forcément, j'ai eu un peu de retard dans l'écriture de cet épisode, mais j'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup pour parfois votre indulgence aussi également, et également votre plaisir à écouter Pushlab. Ça me fait extrêmement plaisir de voir vos retours positifs. Merci beaucoup d'être toujours là. N'hésitez pas à vous abonner sur le TikTok et le Insta de Pushlab. Je rappelle que sur Insta, Pushlab est un média lifestyle, Formula One, pop culture, et ça j'adore ça, c'est un truc que je voulais faire, donc c'est aussi ça. Et Pushlab Podcast, il y aura toujours les extraits sur le Insta et le TikTok. On se rejoint également sur mes différents réseaux perso, sur Insta, TikTok et même Twitter, bien sûr les amis. Merci beaucoup d'avoir été présents. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pushlab. Merci beaucoup d'avoir été présents. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, et également sur les différentes plateformes de podcast, à noter et à mettre des commentaires quand vous le pouvez. Merci beaucoup les amis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pushlab.